Allez, on est de retour. Où ça? Bah en Arabie Saoudite. Eh oui, voilà, Night of Champions 2025 qui se tiendra dans la soirée du samedi 28 juin 2025 à partir de 19h, diffusé exclusivement sur le WWE Network pour nos amis de la France, de la Belgique, à savoir donc tous les pays qui ne sont pas concernés par le deal Netflix. Sinon, vous pouvez regarder bien évidemment sur Netflix, à condition pour ces mêmes pays d'avoir un VPN. Et je vous rassure, si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez une réduction sur NordVPN, je vous remets le lien dans la description. WWE, je le disais, de retour en Arabie Saoudite et encore une fois un premium live event sous le signe de la controverse. Bon, j'ai fait le petit point géopolitique lors du dernier recap. Le Moyen-Orient est sous haute tension, mais Triple H est vu rassurant. L'Arabie Saoudite, c'est l'endroit le plus safe au monde. Il a par précisé que l'Arabie Saoudite, c'est 50 millions de dollars garantis pour la WWE et on va certainement pas rompre le contrat. Et puis il faut faire avancer tous ces programmes là enfin, et puis déterminer des nouveaux challengers au titre des champions. Les tournois King and Queen of the Ring ont vu leurs qualificatifs se dérouler lors des épisodes en weekly. Nous connaissons les finales et elles se tiendront lors de cet événement. Un premium live event qui comptera pas moins de 6 combats sur sa carte. Ah, c'est un petit peu mieux que 5. Les hostilités en Arabie Saoudite vont commencer la veille lors de l'épisode de SmackDown qui sera diffusé à partir de 19h ce vendredi et on sera en live react sur Twitch pour y réagir. On sera aussi en live react, je vous rassure, pour le show Night of Champions, même si j'aurai un petit œil à côté sur le show APC Final Storm. Nick Nemes débarque au studio Génie dans la ville de Nanterre pour faire face à Aigle Blanc. Ah, Aigle Blanc. Ah ouais. Faudra en profiter d'Aigle Blanc avant qu'il ne soit signé. Oui, ça arrive. Ça... Oui, bon là... On est parti pour la carte de ce Night of Champions. Mes prédictions, mes pronostics, des pronostics que vous pouvez également faire sur la rubrique prono de universcatch.com. Ça représente la team Sturi, ça représente la team Catch et peut-être que mes conseils que je vais vous donner dans cette vidéo ne seront pas les meilleurs. Non, on va prendre des risques. Avant de se lancer, petit point quand même sur la liste longue des blessés à la WWE. Voilà, elle s'affiche sous vos yeux. Au nom qu'on avait déjà évoqué, on peut rajouter celui de Chad Gable et par défaut celui d'Al Grande Americano. C'est bizarre qu'il se soit blessé en même temps. Certainement des plans qui vont un peu se bouleverser pour les gros programmes à venir de cet été. Et Night of Champions, comme je le disais en préambule, c'est un petit peu la route vers SummerSlam qui débute. Ah oui, il va falloir parler de route vers SummerSlam étant donné que le premium live event du Big Four de WWE, pour la première fois de son existence, va se dérouler comme WrestleMania depuis quelques années sur 2 nuits. En revanche, Night of Champions, bah il y a seulement que 2 matchs de championnat. Ah ouais, c'est un petit peu léger hein, quand on connaît l'histoire de ce Premium Live Event, qui auparavant s'appelait Clash of Champions, du côté de WCW, même si tu remontes, c'est du côté de la NWA. Je précise également qu'un combat a été retiré lors de l'épisode de Monday Night Raw, à savoir le combat pour le titre intercontinental qui était censé opposer Dominic Mysterio, qui devait défendre ce titre, contre le phénoménal AJ Styles, qui je l'espère aura son rematch dès que Dominic Mysterio ira mieux. On n'a pas plus d'informations quant aux détails sur la nature de la blessure de Dominic Mysterio. Spéculation totale là encore, mais il n'était pas obligatoire de se rendre en Arabie Saoudite selon, encore une fois, les communications de WWE. Bah, alors ça fait les affaires de gens qu'on voit pas beaucoup sur les cartes des plus live events, dont Raquel Rodriguez, qui va avoir un combat 1 contre 1 contre Rhea Ripley. Ça sera un combat Street Fight, ce qui aidera un petit peu plus la qualité du combat, j'en suis sûr. 2 catcheuses qui se connaissent bien, 2 anciennes meilleures amies du côté de NXT. C'est pas la première fois qu'on a une rivalité Raquel Rodriguez, Rhea Ripley dans le roster principal. Ça ressort de temps en temps, c'est souvent pas trop mal, et c'est une stipulation qui généralement leur réussit plutôt bien. Maintenant, dans le contexte actuel, évidemment, il y a une catcheuse qui s'appelle Roxanne Perez, qui commence de plus en plus à gagner des galons au sein du Judgment Day, appuyée par le leader Finn Balor, hein, qui croit beaucoup en elle et qui l'a surtout recruté pour faire chier Liv Morgan. Bon, maintenant Liv Morgan est blessée et Raquel Rodriguez et Roxanne Perez semblent s'être trouvé une petite complicité. En tout cas, elles se sont trouvées une adversaire en commun, à savoir Rhea Ripley. Alors dans ce contexte où le Judgment Day doit frapper fort pour appuyer encore un petit peu plus le leadership désormais assuré par Finn Balor, je vois bien bon nombre d'interventions dans ce combat pour donner la victoire au final à Raquel Rodriguez. Bah ouais, ce serait surprenant hein, de voir Rhea Ripley, souvent construite très très fort, perdre ce combat en Premium Live Event et peut-être la faire reculer quelque peu dans l'échiquier de WWE et dans la course au titre de Io Sky, qui ne défend pas son titre d'ailleurs. Bah ouais, bah alors le polo.
Est-ce que je vais prendre le même type de risque pour ce combat qui oppose Sami Zayn à Karrion Kross? Et oui, Karrion Kross en Premium Live Event, à l'issue d'un programme qui s'est, et ouais, faut bien le dire, un petit peu éternisé, hein. Ça fait depuis quand même quelques mois déjà que les deux catcheurs se cherchent dans les coulisses. Il n'y a jamais eu véritablement de passage à l'acte jusqu'à présent, sauf au dernier épisode de Monday Night Raw où Sami Zayn a fini enfin par péter un câble et a frappé Karrion Kross et a exigé auprès d'Adam Pearce un combat contre lui. Et ça se fait en Premium Live Event. Ça se fait surtout en Arabie Saoudite où Sami Zayn est bien évidemment l'enfant du pays. Bon, même s'il vient du pays d'à côté, qui a pas toujours été le plus grand copain de l'Arabie Saoudite, hein, d'ailleurs la Syrie, bon ça a changé. Depuis WrestleMania, les Dirt Sheets se sont pas mal enflammés autour du nom de Karrion Kross. Pressenti certainement pour avoir un immense push en 2025, lui qui a été longtemps dans les meilleurs vendeurs de merchandising du côté de WWE, une situation très frustrante parce que Karrion Kross c'est un catcheur qu'on voit très peu catcher. Mais depuis quelques jours, il y a peut-être une raison qui expliquerait le fait qu'on voit beaucoup moins Karrion Kross sur des combats, la rumeur comme quoi ce catcheur de 39 ans n'aimerait pas prendre des bumps. Ah ouais, il a commencé à y avoir là des petits clips qui ont commencé à circuler. Il y a Wade Keller du Pro Wrestling Torch qui a dit ouais, Karrion Kross peut-être qu'il aura jamais de push parce qu'il veut pas bumper. Alors c'est très facile, hein, les clips sortis de leur contexte. J'ai regardé un peu récemment les combats de Karrion Kross et étant donné que je m'y connais un petit peu en termes de bump, hein, étant donné que j'en prends moi-même de temps en temps, évidemment un bumper c'est un petit peu la base, hein, pour réussir dans ce milieu. Et si en effet il y a quelques séquences où on voit Karrion Kross ne peut-être pas être totalement en confiance, prendre une belle chute arrière bien à plat, il y a pas mal de contre-exemples, dont le combat contre Akira Tozawa, où on le voit clairement prendre correctement sa chute arrière après l'assaut du catcheur japonais. Dans le même combat contre Cruz del Toro, il a quand même quelques séquences où il prend des beaux flat bumps. Et si l'idée serait derrière de se préserver pour ne pas se blesser, son finish le fait également, chuter sur le dos. Alors je doute pas totalement sur cette théorie de Karrion Kross, il est pas push parce que il sait pas prendre de bump arrière, il sait très bien prendre des bumps arrière. C'est un secret pour personne. En revanche, pour les catcheurs qui veulent assurer une longévité dans ce milieu, on va essayer bien évidemment le plus possible de préserver son corps, de le préserver de gros impacts. Les bumps à répétition peuvent peut-être être banalisés, mais ça reste toujours une source de danger potentiel pour l'organisme humain. Oui, bien sûr, pas quelque chose de naturel ce que tu fais quand tu laisses tomber tout ton corps sur le dos. Alors en effet, cette rumeur, elle va probablement vous forcer à être un peu plus attentif sur ce combat. On va tous se positionner en tant qu'observateur. Alors est-ce qu'il chute bien, Karrion Kross? Est-ce qu'on sait véritablement ce que c'est bien chuter? Je vous avoue, je roule pas totalement dans cette rumeur. Je trouve que c'est une belle affiche qui a été bien construite, en tout cas qui a été construite depuis longtemps. Est-ce qu'elle aurait pu se faire un peu plus tôt? Je pense que oui. Maintenant, elle arrive à point nommé. Sami Zayn est de plus en plus frustré de ses défaites. Il a besoin de se relancer, il a besoin de recroire en lui et peut-être que Karrion Kross va être cette étape. Mon pronostic pour ce combat, c'est une victoire de Sami Zayn. Non, pas de Karrion. Non, je suis désolé Karrion Kross. Peut-être qu'il attaque Sami Zayn en post-match pour récupérer sa hit et faire prolonger le programme un peu plus. Mais Sami Zayn qui perdrait en Arabie Saoudite, je le vois pas trop arriver. Cependant, je suis très intrigué sur ce qui sera écrit pour ces deux catcheurs à l'avenir, notamment dans cette route de SummerSlam. Et malgré l'échec de Sami Zayn dans ce King of the Ring, je pense qu'il aura toujours un excellent développement pour le conduire, je l'espère en tout cas, à une grosse récompense d'ici le Royal Rumble. Ça reste mon choix, je vous le cache pas. Allez, on va prendre le premier combat de championnat de ce programme. C'est le championnat des États-Unis défendu par Jacob Fatu contre Solo Sikoa. Pas de stipulation sur le match, donc il va falloir être prudent si on veut gruger, notamment du côté de Solo Sikoa, qui sera probablement accompagné par son bras droit, son second désormais, JC Matteo, Jean-Claude Matteo avant-centre. Le split était attendu depuis de nombreux mois, même si WWE a un petit peu réécrit l'histoire. Jacob Fatu, il a prétexté que Solo Sikoa commençait à être jaloux de lui à cause du championnat des États-Unis, alors que le split semblait s'anticiper au moment où Solo Sikoa a perdu contre Roman Reigns au début de l'année pour la garde du Oula Fala. C'est à ce moment-là que Jacob Fatu, il a arrêté de dire I love you Solo. Jacob Fatu, attention, il a été construit très fort depuis son arrivée à la WWE il y a une année, mais d'un autre côté, Solo Sikoa qui commence à gagner un petit peu plus notre sympathie en se lâchant un petit peu plus, en osant un peu plus, pourrait une fois de plus perdre énormément en crédibilité si jamais il venait à nouveau à perdre dans un combat aussi important, aussi familial, en plus de ça un combat fraternel. Alors Jacob Fatu, pour équilibrer la présence de JC Matteo, pourra compter sur l'appui de Jimmy Uso, enfin je pense, mais depuis quelques semaines, on a enfin ce catcheur qui a fait ses débuts lors des dark matchs précédents SmackDown, à savoir Hikuleo. Et oui, Hikuleo, mon running gag préféré. Profitez de cet événement aussi important, Jacob Fatu Solo Sikoa, intervention d'Hikuleo qui rejoint le clan de Jacob Fatu, non pas du tout, de Solo
Solo Sikoa. Hein. Ah oui, vous le faites débarquer, il est grand, garde du corps de Solo Sikoa. I love you Solo, hein, il peut même le reprendre pour énerver Jacob. Là, je pense qu'on n'a pas un meilleur alignement des planètes, à moins qu'on ait un retour de Tangaloa, Tamatonga, qui sont pour le moment toujours sur la liste des blessés, pour une durée encore indéterminée. Alors j'ai fait gagner un heal, j'ai fait gagner un face, j'ai refait gagner un heal, désormais on est parti. Les finales du King and Queen of the Ring, on va commencer par ces dames. Jade Cargill affrontera Asuka. Bon là je suis emmerdé, c'est Babyface contre Babyface, alors je suis obligé de faire gagner une Babyface. Je suis très content du retour d'Asuka qui a affiché lors de ses 2 performances un bon niveau de forme physique. Il y a eu cette confrontation avec Yoskai qui n'a pas été diffusée lors de Monday Night Raw, ça a été exclusif aux réseaux sociaux où on aimerait voir repartir le programme entre les 2 catcheuses japonaises. Leur seul affrontement avait eu lieu à Monday Night Raw, c'était un affrontement vraiment très bon qui mériterait d'avoir sa place, pourquoi pas à SummerSlam. Mais d'un autre côté, on a une Jade Cargill qui est vraiment construite comme le gros projet Star Power de WWE et qui s'intégrerait parfaitement avec la mallette de Naomi, le comeback prochainement, on l'espère, de Bianca Belair. C'est vraiment par expérience et par facilité d'écriture de ce fait que je pronostiquerai une victoire de Jade Cargill. Ça fait peut-être plus sens sur le papier, même si, bah oui, ça nous décevrait tous un petit peu plus parce qu'on sait à quel point Asuka est une incroyable lutteuse. Asuka, attention, est-ce qu'elle a véritablement besoin de ce passe-droit pour obtenir une nouvelle opportunité d'affronter Yoskai? Il y a le Premium Live Event WWE Evolution qui s'en vient. Il va falloir des têtes d'affiche, mais il va falloir également construire très fort pour cet événement une certaine Jade Cargill qui est originaire d'Atlanta, et ça serait aussi une grosse rampe de lancement pour lui donner une grosse victoire lors de cet événement. Mais là, on parle de l'Arabie Saoudite. Alors, on fait péter le momentum. Victoire de Jade Cargill. Je ne sais pas en revanche qu'elle fera pour Evolution. Ça se trouve, elle va demander son droit d'affronter Tiffany Stratton plus tôt. On n'en sait rien, pour gagner devant son public, devant sa famille. Lui confier aussi un statut de reine permettrait à l'avenir de développer très facilement un programme contre Charlotte Flair, depuis que les 2 femmes se tournent autour. Ça sera pas ma plus grosse prise de risque. Victoire de Jade Cargill. Merci Asuka pour les travaux, je lui dis par avance. Et je pars pas des plus confiants quant à un futur programme entre Jade Cargill et Tiffany Stratton. Ça, je m'en excuse. Bon là, il y a un enjeu qui est vraiment colossal, et encore une fois, c'est Babyface contre Babyface, Cody Rhodes, en finale du King of the Ring contre Randy Orton, le finaliste de l'an passé, le back-to-back, 2 fois finaliste, 2 fois perdant, Randy Orton. Il y a une histoire qui remonte beaucoup plus, évidemment, Randy Orton est historiquement le mentor de Cody Rhodes. Je vais pas repasser sur toute la grande saga Legacy. Quand Cody Rhodes est revenu à la WWE, bien évidemment, il y a eu que des bons échanges, que des bons mots à l'encontre de Randy Orton. Il y a un petit fantasme du côté des fans pour les voir un jour avoir un vrai programme avec pourquoi pas une grosse trahison de la part de Randy Orton, sauf que l'acte Randy Orton en ce moment en tant que babyface fonctionne vraiment très bien. Au vu de ce qui nous attend dans le main event entre John Cena et CM Punk, je pense pas que WWE va mettre le gros impact émotionnel avec la trahison, les turns et tout ce qui va bien. Je pense qu'on va garder un affrontement babyface contre babyface compétitif comme on l'a eu à Monday Night Raw avec la victoire de Cody Rhodes sur Jey Uso. C'était vraiment très bien, un excellent match. Il y aura le petit duel des cutters, on va se voler des prises. Randy Orton, il va peut-être se montrer un petit peu plus fourbe par endroit. Teaser peut-être l'utilisation d'un punt, parce que oui, Randy Orton, ça reste quand même quelqu'un qui peut être prêt à tout pour gagner. Mais Randy Orton, en bon vétéran, je le vois bien perdre pour Cody Rhodes, qui pourrait de ce fait s'assurer un match de championnat dans le main event de SummerSlam, étant donné que c'est la grosse tête d'affiche et que le rematch contre John Cena est particulièrement anticipé, et s'assurer aussi très certainement la première place au PWI 500. Ah bah oui, parce que là, avec les accomplissements de Cody Rhodes cette année, je le rappelle, c'est une seule défaite contre John Cena à WrestleMania. Le reste de l'année, il gagne tout, Cody Rhodes. Il bat même ses concurrents les plus directs, à savoir Gunther, lors du précédent show en Arabie Saoudite pour la fameuse ceinture un petit peu fictive là. Voilà, pas de prise de risque, victoire de Cody Rhodes qui devient pour la première fois de sa carrière le King of the Ring. Je pense pas qu'on va le voir se pavaner avec la couronne, on a un petit peu oublié cet aspect, vous gagnez le King of the Ring, vous obtenez une gimmick. Et c'est vrai que 2 babyface qui remportent le King of the Ring cette année, ça changera des 2 heels qui ont gagné l'année précédente. Enfin, le main event, le match à la fois de la nostalgie mais aussi de l'hypocrisie. John Cena défend le championnat WWE indisputé contre CM Punk qui s'est réveillé un matin et qui a oublié sa querelle avec Seth Rollins. Ah bon? Bah attends, il a pas oublié que ça, CM Punk, il a oublié son tweet sur le Miz. Qu'est-ce qu'il va foutre en Arabie Saoudite? Je pensais que c'était pas bien d'aller en Arabie Saoudite. Mais attention, CM Punk, il a très certainement de bons arguments. On lui en a peut-être donné également d'autres. Mais son argument, c'est qu'il est prêt à tout pour mettre fin à la folie de John Cena. Oui, CM Punk, c'est le genre de mec, il est prêt à devenir le monstre qu'il a été à l'époque de son règne des fameux 434 jours. Il veut libérer la WWE de l'emprise et du diktat de John Cena, à qui il reproche de le copier.
Ouais, il lui reproche là le truc de 2011 là. Ouais, tu veux te sauver avec la ceinture, là, tu veux rentrer chez toi, la mettre dans le frigo. Ce à quoi vendredi dernier à SmackDown, John Cena nous a répondu avec la pipe bombe, enfin une pipe bombe revisitée de celle de CM Punk de manière un peu humoristique. Il y avait ce côté un peu parodique qui était assez amusant. Et les points qui étaient les plus abordés derrière, c'était de confronter CM Punk à sa propre hypocrisie. C'est absolument plus le rebelle, CM Punk. C'est monsieur corporate, c'est monsieur capitalisme. Et ça a été de très bons points marqués par John Cena. Et je pense que s'il y avait une nouvelle confrontation demain aux États-Unis entre John Cena et CM Punk, il y aurait peut-être quelques huées de ci de là pour CM Punk. Mais au vu de ce que CM Punk a dit sur l'Arabie Saoudite, pas dit que vendredi à SmackDown, ça soit le mec le mieux accueilli. Et sur cette ambiguïté-là, eh ben écoutez, on peut avoir quelque chose d'assez sauvage ce week-end. Peut-être que les gens s'en foutent, hein. Alors je m'attends pas au match du siècle, hein, malheureusement, même si CM Punk, John Cena ont déjà livré des gros classiques il y a 15 ans, on est dans une formule WWE avec beaucoup de gros trademarks, de gros finishes. La précédente confrontation entre John Cena et CM Punk lors de Elimination Chamber m'a laissé supposer qu'en effet, on allait surtout utiliser ces gros moves très emblématiques pour pouvoir construire la rencontre sans passer par des phases préliminaires. Alors que c'est con quand même, hein, les deux en préliminaire, quand je repense à Money in the Bank 2011, ils étaient particulièrement chouettes. Ah ouais, la nostalgie de voir John Cena appeler les moves, voilà, bien fort pour que CM Punk il parte bien dans les cordes et qu'il esquive la corde à linge surtout. Ah là là, cette nostalgie, hein, Money in the Bank 2011, le SummerSlam 2011 est pas si mal non plus. C'était un passage pour cette dernière année de John Cena un peu inévitable et j'ai très hâte de voir le combat. Et je pronostiquerai bien évidemment une victoire de John Cena, bien crade. Ouais, je pense que ça sera crade. Tiens, ce serait marrant que Triple H il s'implique pour empêcher John Cena de gagner et de se sauver avec la ceinture, tu sais, de la même manière que Vince McMahon avec « Oh vite, Alberto Del Rio, viens faire ton cash-in. Oh, ça a raté, si un peu qui s'enfuit, hop, la ceinture dans le frigo. » Est-ce qu'ils vont faire ça, à votre avis? Ça pourrait être drôle, hein. Après, évidemment, on n'est pas obligé de partager le même humour. Je m'attends à ce que ça soit bien, mais que le finish soit un petit peu éclataxe, pour que John Cena conserve le titre et que CM Punk derrière, bah, ne fasse plus rien, tu vois. Et plus envie d'affronter John Cena, qu'il a envie d'affronter quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Seth Rollins, par exemple, il l'a oublié depuis quelques semaines, il a oublié Seth Rollins. Et il va peut-être y avoir des tentatives de cash-in ou autre, même si j'attends beaucoup plus Seth Rollins dans un autre programme, à savoir celui de Gunther contre Goldberg. Le 12 juillet, non, on regardera Kazuchika contre Kenny Omega, j'ai déjà dit. Bon bah c'est tout, j'arrête là. Night of Champions, c'était le Sturistradamus, c'était mes pronostics. Ils sont peut-être pas les meilleurs, mais ils ont été donnés avec le cœur. Sur ce, tout le monde, reste fort, on se retrouve pour 2 soirées consécutives de Live React. Je vous fais les gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao, bye bye.